Alors que le parquet de Pau enquête depuis près d'un an sur plus de 100 plaintes dans l'affaire de violences physiques et sexuelles dans l'établissement Notre-Dame de Bétarame dans les Pyrénées-Atlantiques, le Premier ministre François Bayrou est accusé d'avoir été mis au courant des faits à l'époque, notamment quand il était ministre de l'Éducation, et de ne pas avoir réagi. Alors lui dément avoir été au courant, sauf que les révélations de Mediapart se multiplient. Salut, c'est Hugo, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour, exceptionnellement en voix off et sans la caméra aujourd'hui. C'est donc depuis 2024 que le parquet de Pau, ville dont François Bayrou est maire depuis 2014, enquête sur des faits présumés de violence, d'agression sexuelle et de viol commis au sein du collège-lycée Notre-Dame de Bétarame, qui est donc un établissement catholique privé situé dans les Pyrénées-Atlantiques. Les faits présumés se seraient déroulés entre les années 1950 et 2010 et on parle ici d'une affaire de pédocriminalité puisque les victimes étaient des enfants, des collégiens et des lycéens. En tout, c'est 112 plaintes d'anciens pensionnaires de cet établissement qui ont été déposées selon Alain Esquer, qui est le porte-parole des victimes de Notre-Dame de Bétarame, alors que lui-même a été victime. Ces plaintes, elles mettent en cause 22 adultes et une personne qui était mineure au moment des faits. On parle principalement de prêtres et de surveillants, avec 12 qui sont encore en vie. Et parmi les accusations, les anciens pensionnaires disent avoir été violemment frappés, masturbés de force ou violés par des surveillants ou des prêtres qui dirigeaient alors l'établissement. Alors pourquoi parle-t-on de François Bayrou ici ? Alors déjà, pour avoir le contexte, il faut savoir que François Bayrou a scolarisé plusieurs de ses enfants dans cet établissement privé et son épouse y a aussi enseigné le catéchisme. Mais alors que les plaintes et les témoignages se multiplient depuis l'ouverture de l'enquête en février 2024, François Bayrou n'avait d'abord pas réagi sur le sujet avant d'être ensuite accusé d'avoir été informé de ces faits à plusieurs reprises dès les années 1990 et ce quand il était président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques puis donc ministre de l'Éducation nationale. De son côté, François Bayrou affirme ne jamais avoir eu connaissance de telles accusations jusqu'à maintenant. En mars 2024, dans le journal Le Parisien, il évoquait simplement auprès du Parisien, je cite, que la rumeur, il y a 25 ans, laissait entendre qu'il y avait eu des claques à l'internat. Fin de citation. Il affirmait par ailleurs l'an dernier ne jamais avoir entendu parler, je cite, de risques sexuels. Alors le Premier ministre était interpellé ce mardi à l'Assemblée nationale sur la situation donc à Bétarame. Il a de nouveau affirmé devant l'Assemblée nationale, je cite, jamais je n'ai été à cette époque averti en quoi que ce soit des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou à des signalements. Selon lui, s'il avait su ce qu'il s'y passait, il n'aurait jamais scolarisé ses enfants dans cet établissement. À noter enfin que ce mardi, François Bayrou avait déclaré, je cite, mes premières pensées vont aux garçons qui ont été en souffrance dans ce type d'affaires et à eux, j'adresse ma sympathie. Et on peut noter que le fait qu'il n'ait pas utilisé le terme de victime pour parler des plaignants lui a été reproché, notamment par des députés socialistes. Mais le truc donc, c'est que plusieurs témoins et archives affirment que François Bayrou, en réalité, était au courant de cette affaire. Alors quels sont les éléments mis en avant par certains médias ? Eh bien, selon Mediapart, en mars 2024, donc il y a près d'un an, François Bayrou aurait reçu une lettre de la part d'un ancien élève de Notre-Dame de Bétarame et victime d'abus sexuels dans les années 50 et 60. Il s'appelle Jean-Marie Delbos, il a été reconnu victime par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église. Suite à cette reconnaissance du fait qu'il avait été victime, il avait envoyé une lettre recommandée à François Bayrou à la mairie de Pau. Selon Mediapart, un accusé de réception montre que la lettre dans laquelle l'homme raconte ce qui lui est arrivé a bien été livrée à François Bayrou avec un accusé donc de réception. Mais Jean-Marie Delbos n'a jamais reçu de réponse. En dehors de cette lettre, deux autres éléments semblent montrer que François Bayrou était au courant de la situation dans l'établissement, et ce, dès le milieu des années 90. En effet, c'est en 1996 que la première affaire éclate. À l'époque, des plaintes sont déposées contre un surveillant accusé de violence physique après avoir donné une violente gifle à un jeune homme de 14 ans, suite à quoi il a perdu 40% de son audition. Le surveillant avait alors finalement été condamné. Et à ce moment-là, il faut savoir que François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale et la victime était dans la même classe que son fils, comme l'a indiqué le père de la victime à Mediapart. Par ailleurs, à l'époque, une ancienne professeure de mathématiques et une infirmière de l'établissement auraient alerté François Bayrou sur les violences physiques contre les élèves, et ce, en envoyant des courriers restés sans réponse, selon Mediapart. Enfin, il est aussi question d'un article de Sud-Ouest en mai 1996 avec des propos de François Bayrou. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Dernier élément qu'il faut noter,
en 1998, c'est une autre affaire qui refait surface. Le directeur de l'établissement, le père Carica, est mis en examen pour viol sur un enfant de 10 ans. Il s'est suicidé 2 ans plus tard et la justice a donc clos le dossier. Alors à ce moment-là, François Bayrou n'était plus ministre de l'Éducation nationale, mais il était toujours président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et député des Pyrénées-Atlantiques. Et selon le journal Le Monde et la République des Pyrénées, il aurait rencontré le juge qui était chargé de ce dossier. Selon ce juge, François Bayrou était venu le voir de façon informelle en tant que parent d'élève. Ils avaient évoqué l'affaire et les viols. Alors dans une interview donnée à Mediapart, l'ancien juge explique ne pas savoir si aujourd'hui François Bayrou a oublié leur rencontre ou s'il ment tout simplement quand il dit qu'il n'était pas au courant de la situation. En tout cas, l'épouse de François Bayrou s'était rendue aux obsèques de la personne accusée après son suicide, ce qui fait que beaucoup estiment qu'il y a peu de doute sur le fait que François Bayrou lui-même était au courant de ces accusations de viol au sein de l'établissement. Alors face à ces éléments, au sein de l'Assemblée nationale, François Bayrou est critiqué principalement par la gauche depuis le début de la semaine. Certains politiques, comme le député insoumis Manuel Bompard, l'accusent surtout d'avoir menti lorsqu'il disait qu'il n'était au courant de rien et appelle à sa démission. À noter par ailleurs que le député de la France insoumise, Paul Vannier, a demandé ce jeudi la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la question des défaillances du contrôle des établissements privés qui sont en contrat avec l'État. Je vous mets donc des liens en description pour en savoir plus, mais ça me semblait important de faire un point sur la situation. On en a déjà parlé il y a quelques jours, mais vous êtes nombreux à avoir posé de nouvelles questions sur le sujet et surtout, il y a eu des nouvelles informations ces dernières heures. Avant de passer aux actualités en bref, je tiens au passage à vous remercier pour vos retours concernant la dernière interview qu'on a publiée sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. C'est l'interview de l'ancien Premier ministre et l'ancien ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin. On publie quasiment 2 interviews par semaine en ce moment et je tiens à vous remercier pour vos retours. Pour les écouter, le lien est directement en description pour la chaîne YouTube des grands formats ou alors ça s'écoute directement en podcast. Désormais, c'est le même podcast pour les actus du jour et pour les interviews. Vous tapez donc Hugo Décrypte et vous allez pouvoir le retrouver. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le président américain Donald Trump a annoncé ce mercredi sur son réseau social Truth avoir eu une conversation prolongée et très productive par téléphone avec le président russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants disent avoir convenu de lancer des négociations immédiates pour arrêter la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a dit à Donald Trump vouloir trouver, je cite, une solution de long terme au conflit ukrainien via des pourparlers de paix. Donald Trump a ensuite échangé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour parler des possibilités de parvenir à la paix. Le président américain lui aurait communiqué, je cite, les détails de sa conversation avec Poutine. C'est assez majeur car Donald Trump a pris l'initiative d'appeler Vladimir Poutine sans se concerter avec les dirigeants européens et a même annoncé qu'il rencontrerait le président russe probablement en Arabie Saoudite sans donner de date précise. Cette façon de faire souligne la rupture avec la politique de l'ancien président Joe Biden qui dénonçait régulièrement l'agression de la Russie, un terme que Donald Trump n'a jamais utilisé. Deuxième actu, un texte de loi visant à durcir la justice des mineurs a été adopté ce jeudi à l'Assemblée nationale. Porté par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, ce projet de loi est en fait une réponse aux violences de l'été 2023 après la mort de Naël, un adolescent de 17 ans tué par un policier lors d'un contrôle à Nanterre. Il prévoit, je cite, de restaurer l'autorité de la justice sur le sujet des mineurs délinquants et de leurs parents, par exemple en augmentant les sanctions envers les parents de mineurs condamnés. Il souhaite aussi pouvoir réformer l'excuse de minorité, donc le principe selon lequel un mineur doit être condamné moins durement qu'un majeur pour les mêmes faits. Selon Gabriel Attal, ce principe ne devrait pas être systématique, par exemple pour les mineurs de plus de 16 ans accusés de faits graves. L'objectif selon lui, c'est de mettre en place une justice plus réactive et mieux adaptée face à l'aggravation de la délinquance des mineurs. Il faut savoir que ce texte, soutenu par le gouvernement et le Rassemblement national, est très critiqué par les partis de gauche. Pour le député socialiste Hervé Solignac, il est directement inspiré par les idées de l'extrême droite. À noter que le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, souhaiterait rajouter d'autres mesures, comme le renforcement du bracelet électronique pour les mineurs. Le texte doit désormais passer devant le Sénat. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Troisième actu, le gouvernement a relancé ce jeudi les assises nationales de lutte contre l'antisémitisme dans le but de créer, je cite, un sursaut collectif face à l'augmentation des actes hostiles envers les personnes juives en France. Ces assises, donc, ce sont des séances de discussion et de travail avec des intervenants pour lutter contre l'antisémitisme. Elles ont été lancées en mai 2024, mais ont été interrompues par la dissolution de l'Assemblée nationale un mois plus tard. Présidée par Aurore Bergé, la ministre de la lutte contre les discriminations, la séance du jour recevait Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, et se consacrait surtout à la jeunesse. Elle a notamment reçu des lycéens et étudiants, eux-mêmes victimes ou témoins d'actes antisémites. Au premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025, l'Éducation nationale a recensé 477 signalements
signalements d'actes antisémites. Il y en avait eu 1670 sur l'année complète 2023-2024. Ces actes incluent notamment des violences, comme des coups et des insultes, ou des tags par exemple. Quatrième actu, la famille du djihadiste Adrien Guial, l'un des plus hauts dignitaires français du groupe terroriste État islamique, qui est emprisonné en Syrie, a demandé son rapatriement en France. Après plusieurs refus, la cour d'appel a été saisie ce mercredi. Adrien Guial, c'est donc un Français qui a rejoint la Syrie en 2015, année depuis laquelle il est visé par un mandat d'arrêt international. C'était par sa voix que l'État islamique avait revendiqué l'attentat de Nice en juillet 2016, qui avait fait 86 morts, et l'assassinat d'un couple de policiers dans les Yvelines en juin 2016. Je vous passe les détails, mais sa mère avait demandé son rapatriement en France et avait essuyé 2 refus. La cour d'appel va donc devoir déterminer si le tribunal administratif est compétent ou non, et si c'est le cas, il devra décider du rapatriement. En fait, l'enjeu de cette affaire, c'est de savoir si la France doit rapatrier les djihadistes français pour les juger en France, ou s'ils doivent être jugés en Syrie, après la chute du califat en 2019. Jusqu'ici, la France n'avait rapatrié que des femmes et des enfants de djihadistes avant d'arrêter toute opération en 2023. Pour l'avocat d'Adrien Guial, il y a un risque pour la France à le laisser en Syrie, car il pourrait un jour être récupéré par d'autres groupes terroristes. Cinquième actu, la branche française de l'ONG de défense de l'environnement Greenpeace dénonce une appropriation de la gestion de l'eau par les lobbies agro-industriels qui profitent à une minorité d'agriculteurs seulement, dans un rapport publié ce jeudi. Concrètement, selon Greenpeace, il y aurait une forme de privatisation de l'eau faite avec la complicité de l'État qui défavoriserait une majorité d'agriculteurs pour en profiter à quelques autres. Les règles en vigueur sur le contrôle de l'eau seraient exploitées par certains agriculteurs qui auraient alors plus de privilèges au détriment des autres. Elles permettraient par exemple des conflits d'intérêts avec des élus locaux décisionnaires qui sont eux-mêmes issus de familles d'agriculteurs, voire agriculteurs eux-mêmes. Dans son rapport, Greenpeace a formulé des recommandations à l'État, notamment une mesure sur les conflits d'intérêts et appelle à plus de transparence sur les instances de décision locales. Sixième actu rapidement, l'interdiction des cigarettes électroniques jetables, les puffs, a été définitivement validée par le Parlement ce jeudi. Concrètement, le texte prévoit de rendre illégale la vente, la distribution et l'offre gratuite des puffs. Les personnes qui enfreignent cette interdiction risquent une amende de 100 000 € pouvant atteindre 200 000 € en cas de récidive. Alors concernant l'entrée en vigueur de cette interdiction, on n'a pas de date précise, mais les parlementaires veulent qu'elle soit effective le plus rapidement possible. La France devient ainsi le 2e pays européen, après la Belgique, à interdire la commercialisation des puffs. De son côté, le Royaume-Uni a annoncé leur interdiction à la vente d'ici juin. Et enfin, dernière actu, les 2 astronautes coincés dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale, devraient pouvoir revenir sur Terre vers la mi-mars, selon un communiqué de la NASA, l'agence spatiale américaine. Sunita Williams et Barry Wilmore, 2 astronautes américains, avaient été envoyés vers l'ISS en juin 2024 pour tester une capsule développée avec l'entreprise d'aviation Boeing. Leur mission devait durer 8 jours à l'origine, sauf que la capsule dans laquelle ils sont arrivés a été jugée pas assez sûre pour le retour, et ils sont désormais bloqués depuis plus de 8 mois sur l'ISS. Le lancement de leur capsule retour est prévu pour le 12 mars. Début janvier, les 2 astronautes avaient donné une conférence de presse rassurante sur leur état, expliquant qu'ils ne manquaient pas de provisions, qu'ils travaillaient sur des missions en attendant leur retour. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Je le disais, pour suivre nos interviews, rendez-vous sur la chaîne YouTube dédiée au grand format ou alors en podcast. Vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast, etc. et vous allez pouvoir le retrouver. Rendez-vous aussi sur Instagram pour plus d'actualités. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain.